Junwoo est le plus grand loser de l'anime que tu verrais jamais. Tout le monde le traite comme s'il était littéralement invisible toute sa vie. La seule chose qui l'a empêché de passer à l'acte est le leveling solo, parce qu'il est un méga fan de Son Junwoo le Chad. Mais tout a changé quand un système magique l'a choisi pour devenir la version McDonald's de son héros. Acquérant maintenant la capacité de devenir invisible, il part en quête pour devenir plus fort et débloquer plus de pouvoir. Mais d'abord, il vise tous ceux qui l'ont traité comme un déchet d'anime absolu. Tout a commencé au travail à Ocean Square, où la vie continue de le maltraiter parce qu'il aime l'anime. Quoi qu'il en soit, un collègue le bouscule et éclate son travail au sol façon John Cena, mais les autres collègues font comme si de rien n'était et se mettent à piétiner son travail. Il lève les yeux et remarque de gros battements cadonques devant lui, donc il ne sait pas s'il doit se transformer en fan pour admirer les géants ou les engueuler pour être des sauvages. Après avoir choisi de télécharger l'image mentale de ces énormes pâtisseries pour plus tard ce soir, Ro se lève pour invoquer sa meilleure imitation d'une Karen. Les filles se retournent après avoir entendu Jungwoo crier sur elle, et il prend peur lorsqu'il se fait fusiller du regard, tandis que l'autre a l'air totalement dégoûté. De ce fait, Bro se calme et dit que ce n'est rien. Donc maintenant nous savons que ce mec est un bêta total incapable de se défendre. Alors que Jungwoo tente de récupérer les heures qu'il a passées sur des papiers déchirés qui sont à rendre aujourd'hui, il se fait surprendre par sa chef d'équipe Miju. Étonnamment, elle l'aide à ramasser certains de ses documents, ce qui le choque car personne ne l'a jamais aidé dans sa vie. Elle lui dit même qu'ils auraient dû l'aider au lieu d'empirer les choses, faisant tomber la mâchoire de Jungwoo en pensant qu'il vient de marquer une Makima à son Denji. Cependant, après avoir ramassé tout ça, elle lui ordonne immédiatement de déposer son travail sur son bureau personnel alors qu'il n'a même pas fini de tout finaliser. En arrivant à son bureau, lui hallucine et pense qu'il va marquer un point. Son saucisson se lève d'entre les morts car il a déjà vu cela dans des animes bien connus. Malheureusement pour Jungwoo, la situation se retourne car il s'avère qu'il a activé la carte piège de Miju et qu'elle l'a complètement appâté. À son horreur, ce n'était pas juste une blague. Elle déchire en fait des mois de travail de Jungwoo devant lui tout en l'appelant un déchet. Après avoir tout déchiré, elle lui rend son travail en lui ordonnant de tout terminer pour demain où il va se faire virer de la compagnie. Pour empirer les choses, Miju lui donne ses bas de Noël après qu'ils aient été soudainement interrompus par son assistant, humilié encore plus devant les autres. Néanmoins, il retourne furieusement à son bureau avec des bas et du jambon, et commence à chercher du contenu animé bizarre sans utiliser le mode incognito, tout cela sur son temps de travail. Finalement, la nuit tombe et comme l'échéance approche à grands pas, il est obligé de rester tard, mais il abandonne et jette tout en l'air. Il remarque que Miju doit aussi rester tard. Alors comme un sauvage, il joue un gangster de la jungle de la mid lane, tout en la réprimandant constamment pour la façon dont elle le traite. Il perd alors les pédales et cherche à se venger en imitant son anime préféré, qu'il regarde tous les soirs. Heureusement, tout cela n'était qu'un rêve et Jungwoo se réveille, soupirant en sachant que sa vie sera toujours nulle et qu'il ne pourra jamais rien y changer. Et comme il a dépensé tout son argent dans des jeux gacha comme Junction Impact, il se donne à fond sur son rapport, sachant que s'il est viré, il deviendra sans abri. Plus tard dans la nuit, il va chercher des boissons énergisantes, mais il surprend toute son équipe en train de sortir, alors il se faufile pour découvrir ce qui se passe. Il s'avère que le chef d'équipe Miju et toute son équipe sortent tous les jours pour des dîners de groupe en le laissant volontairement derrière sans qu'il ne le sache. En continuant d'écouter, Jungwoo apprend que Miju a déjà révélé à tout le monde son secret d'être orphelin, et que Miju est la seule personne derrière le fait que tout le monde le traite comme une merde, car elle pense qu'il n'est pas son égal. Soudain, un système de type jeu apparaît et lui annonce qu'il s'est éveillé en tant que class outsider après avoir atteint sa limite absolue de mépris. Le système commence alors à envelopper tout son corps, le faisant crier, ce qui signifie que le système l'a choisi parce qu'il est le plus grand perdant des environs. Après avoir crié comme une fille, même s'il ne ressentait aucune douleur, il laisse accidentellement tomber sa boisson, attirant l'attention de tous ceux qui sont à proximité. Cependant, l'équipe enquête sur le bruit qu'ils viennent d'entendre, mais ne trouve personne à proximité, même si Jungwoo est clairement juste à côté d'eux. Confus de ne pas être vu par personne, une notification apparaît et l'informe qu'il est maintenant invisible. Après avoir appris que personne ne peut le voir, la Nation du Feu envahit son cerveau, le faisant ressembler au plus grand Suzy Becca avec des pensées folles qui courent dans sa tête. De retour au siège de Ocean Square, on retrouve Miju tombant sur un autre chef d'équipe qui se révèle être Song Chi-won. Elle semble être super gentille, c'est pourquoi Miju a probablement l'air de la détester et doit agir de manière super fausse autour de Chi-won. Mais nous savons tous que les pros ne font jamais semblant. Néanmoins, après que Chi-won ait quitté le bâtiment, Miju fonce directement vers le cubicle de Jungwoo, mais elle ne le trouve pas même s'il est juste derrière elle. Quelques secondes plus tard, Jungwoo affiche le plus grand sourire de sa vie après avoir couru autour d'elle comme un singe, s'assurant qu'il est bien invisible, ce qui fait que mes sens sucis commencent à picoter. Alors, au lieu de braquer une banque ou de devenir un super-héros, il choisit d'utiliser son premier super-pouvoir pour se rapprocher de son chef d'équipe, et on peut déjà imaginer ce qui va se passer ensuite.
Tu as entièrement raison. Bro utilise son invisibilité pour piller ses jumeaux pyramides de Gizeh et son trésor caché en même temps comme un vrai méchant. Heureusement pour elle, avant que Jung-woo ne puisse se transformer complètement en Kevin Bacon coréen, quelqu'un arrive après avoir entendu des bruits étranges depuis l'ascenseur et lui demande si ça va. Après s'être assuré qu'elle va bien et que personne d'autre n'est dans les environs, Chaewon commence soudainement à l'interroger sur le travail de son équipe. Cependant, le visage de Chaewon disparaît après lui avoir demandé pourquoi elle fait faire tout son travail par d'autres personnes. Alors on sait déjà qu'elle est sur le point de rendre justice. Mais Mi-joo rit et lui dit de s'occuper de ses affaires. Alors pour lui donner une leçon en pleine conversation avec Chaewon, Jung-woo commence à serrer ses boulangeries très fort dans l'espoir de provoquer une réaction embarrassante devant un autre chef d'équipe. Elle parvient à rester silencieuse et à tout garder plus serré qu'Iris-sama de Fire Force. Mais Jung-woo est choqué en entendant Mi-joo le dénoncer constamment. Ensuite, Mi-joo lance insulte après insulte à Chaewon, bien que la brune voulait seulement protéger Jung-woo de son chef d'équipe abusif, puisqu'elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Mi-joo. Finalement, Jung-woo est suffisamment blessé, alors il frappe violemment les larges melons de Mi-joo, ce qui l'envoie face contre terre. Enfin, elle goûte à sa propre médecine et elle se met à pleurer un peu après s'être embarrassée devant Chaewon. Mais elle n'est pas sûre de ce qui se passe, alors Mi-joo en conclut que c'est le karma qui la rattrape. En même temps, Chaewon commence à la plaindre mais lui fait la morale au nom de l'entreprise. Incapable de croire qu'un chef de groupe boive autant au siège, tout en forçant l'employé le plus jeune à rester tard pour finir son propre travail. À la fin, Chaewon sort en trombe, incapable de comprendre la vraie nature de Mi-joo. Donc Mi-joo reste sans voix, ressemblant exactement au spray Killjoy dans lequel les hanches de mon coéquipier se heurtent constamment. Avec Chaewon maintenant parti, la pièce se remplit rapidement de brume suspecte car Jung-woo semble sur le point de libérer un jutsu interdit sur sa cible qu'il attend depuis toujours. Mais comme le bro est une menace, il joue d'abord avec sa proie, rendant Mi-joo folle car elle est incapable de quitter la pièce même si les portes sont déverrouillées. Alors elle commence à penser qu'elle a vraiment trop bu. Néanmoins, elle continue d'essayer d'ouvrir la porte sans succès car Jung-woo empêche activement de l'intérieur qu'elle ne s'ouvre, ce qui la fait craquer, incapable de comprendre ce qui se passe. En dernier recours, elle se souvient qu'elle a l'équipe de sécurité en numérotation rapide, alors elle ouvre rapidement son téléphone tout en tremblant. Cependant, son cauchemar ne fait que commencer. Alors son téléphone lui est arraché des mains et pour une raison quelconque, de la substance collante commence à apparaître sur son visage, mais cela lui semble beaucoup trop familier. Quelques secondes plus tard, Bro lâche un pet majeur juste à côté de Mi-joo sans pantalon, redéfinissant complètement le concept de pet mortel mais silencieux. Jung-woo a ensuite livré un colis spécial directement dans les voies respiratoires de Mi-joo, la surprenant totalement alors qu'elle se demande ce qui l'empêche de respirer. D'habitude, on a des personnages principaux d'animes un peu idiots, mais rien qu'à voir ses expressions et son sourire diabolique, on sait déjà que Bro est construit différemment. Je ne pense pas qu'il va prendre la voie de la sagesse comme son héros Jin-woo. Bref, c'est difficile de lutter contre un homme invisible, surtout contre quelqu'un qui t'en veut. Alors Mi-joo perd son duel 1 contre 1, permettant à Jung-woo de lui offrir un milkshake surprise. Après avoir avalé tout un lot de milkshakes invisibles, Mi-joo se relève, vaincue, mais elle commence à crier dans la salle vide qu'elle va dénoncer cette personne à Riot Games pour s'assurer qu'elle ne joue plus jamais à Valorant parce que son tir est nul. Malheureusement pour Mi-joo, elle va apprendre pourquoi il ne faut jamais menacer des geeks avec leurs jeux vidéo, car Jung-woo est sur le point de la transformer en PlayStation et notre menace va brancher son contrôleur invisible. Bref, on ne fait jamais de clickbait sur cette chaîne. Donc comme le titre et la vignette le disent, Bro devient vraiment invisible et commence immédiatement à applaudir Mi-joo. À ce moment-là, Jung-woo a décidé de rendre hommage à Dragon Ball Z à sa manière. Alors il monte sa puissance à plus de 9000 et commence à lancer des Kamehameha directs sur Mi-joo encore et encore. En gros, pour faire court, Bro a commencé à réaliser ses rêves d'anime et pour une raison quelconque, Mi-joo ne peut pas en avoir assez de ce qui se passe. Mais moi personnellement, si des choses bizarres commencent à se produire, je sauterai rapidement par la fenêtre ou j'ouvrirai la porte en la fracassant. Avec Jung-woo détruisant Mi-joo encore et encore, il commence à se rappeler la première fois qu'il a rencontré son chef d'équipe. Non seulement Mi-joo était la fille la plus belle du campus, faisant que tous les gars avaient un faible pour elle, mais elle avait aussi un talent exceptionnel lui permettant d'être promue chef d'équipe la plus jeune de l'entreprise. Cependant, elle était impitoyable au fond d'elle et même si elle savait qu'elle était dotée de proportions de taille Burger King, elle en profitait pour faire aux mecs tout ce qu'elle voulait tout en les gardant à distance car elle priorisait le travail surtout. Mais revenons au présent. Le loser Jung-woo n'existe plus car il se croit maintenant comme le roi B, qui applaudit une reine qui l'a tourmenté tout le temps qu'il était bloqué dans l'équipe 1. Donc, tout comme Snoop Dogg, il met le chien dans son snop sans se soucier du monde et le plus fou dans tout cela, c'est que Mi-joo est une psycho pour aimer chaque coup de bélier donc elle franchit rapidement la ligne d'arrivée. Soudainement, après que Mi-joo ait atteint le sommet de sa montagne, Bro est surpris par une notification de jeu qui l'alerte que la limite de temps pour le mode Outsider a été atteinte.
Quelques secondes plus tard, une brume a commencé à se déployer sur lui, le faisant lentement devenir visible à nouveau. Mais heureusement pour Youngwoo, Meiju s'était déjà évanoui dans sa phase hypersensible. Bro soupire de soulagement après s'être assuré qu'elle est bien assommée, et comme il n'a pas franchi la ligne d'arrivée lui-même, Youngwoo décide de simplement rentrer chez lui et d'agir comme si rien ne s'était passé. Avançons jusqu'au lendemain. Youngwoo se rend au travail et espère qu'il ne s'est pas fait repérer car une mise à jour de Roblox arrive bientôt et il a besoin d'argent pour acheter des nouveaux skins. Tout le monde le traite normalement. Il pense que la voie est libre. Mais soudain, Meiju le surprend et lui ordonne de venir directement dans son bureau, incapable de le regarder dans les yeux, tout en portant exactement les mêmes vêtements que la nuit précédente. Peu après avoir rejoint son bureau en privé, elle se retourne rapidement et commence à lui crier des obscénités, le traitant de noob et de spammer de fruits. C'est à ce moment précis que Bro savait qu'il avait tout gâché et sa vie défile devant ses yeux, pensant à tous les bons moments passés à regarder des animés en boucle et à écouter les performances de New Jean. Quand la vérité éclate, il sait que tout est fini. Un autre flashback se déroule exactement 1 heure avant, où l'un des membres de l'équipe nommé Hina est surpris de voir Meiju debout et tôt à cause du changement d'heure. Hina est surprise de voir Meiju porter exactement la même tenue que la veille. Pour chaque fille, c'est un crime absolu de porter la même chose, surtout au travail. Mais comme elle est chef d'équipe, elle se tait et ne dit rien. Après que Hina se soit retournée, Meiju commence à paniquer car elle vient de se réveiller en entendant Hina ouvrir la porte et ses souvenirs de la nuit dernière reviennent en masse. Cependant, elle n'est toujours pas certaine si tout cela n'était qu'un rêve ou si ça s'est vraiment passé parce qu'elle sait qu'elle a bu un peu avant. Mais elle n'a pas dépassé ses limites puisqu'elle est une vétéran après tout. De retour au présent, pour découvrir la vérité sur ce qu'il s'est passé la nuit dernière, elle décide de coincer et d'attraper la seule personne qu'elle pense être à l'origine de son rêve fou. Heureusement pour Jungwoo, il n'admet pas instantanément être l'homme invisible. À la place, il opère le mouvement de génie de sa carrière en retournant la situation et en faisant semblant de ne pas comprendre de quoi elle parle. Pour couronner le tout, ces mensonges sont prouvés vrais par les caméras car on le voit rester tard, puis disparaître, sans signe de son retour en même temps que Showon et Meiju. Finalement, Meiju abandonne d'essayer de l'interroger car son histoire a parfaitement du sens et le laisse partir, lui disant qu'il semble y avoir eu un malentendu, son visage rouge d'embarras. Ainsi, Jungwoo s'excuse et quitte la pièce, mais son sourire en dit long. Il est clairement super content de ne pas s'être fait prendre la main dans le sac, alors c'est parti pour le round 2. Son sourire suspect s'efface rapidement quand il essaye de sortir par la porte, seulement pour être bloqué par l'un de ses coéquipiers avec une grosse poitrine, qui le traite généralement comme s'il ne valait rien. Après avoir bloqué le chemin de Jungwoo, elle a l'air étrangement prudente, attirant rapidement l'attention de Meiju, inquiète que quelque chose soit arrivé en entendant des bruits forts venant de son bureau. Mais comme Meiju est toujours embarrassée de ce qui s'est passé, elle essaie de faire comme si rien ne s'était passé entre les deux et s'excuse en disant qu'ils étaient occupés à parler de travail. Cependant, en entendant Meiju parler de sa présentation, Bro panique en ayant l'air de moi quand je procrastine vraiment, car il a totalement oublié le travail après être devenu l'homme invisible la nuit précédente. Alors, il se rappelle rapidement qu'il a passé toute la nuit à rejouer ce qui s'était passé dans sa tête encore et encore, car c'était beaucoup trop bien pour ne pas en profiter, donc il est loin d'avoir fini. Quelques secondes après avoir appris que Jungwoo n'a pas encore terminé, alors que c'est littéralement de sa faute, elle hurle et crie sur Jungwoo à plein poumon, faisant sursauter tout le monde à cause de sa voix résonnante. Elle continue ensuite de l'engueuler devant tout le monde comme une belle-mère, mais elle ferait mieux de faire attention car elle pourrait se retrouver coincée dans la machine à laver, tandis que Jungwoo, son beau-fils, arrive. Néanmoins, Meiju est super stressée car elle devait avoir fini aujourd'hui, donc elle envoie Jungwoo terminer. Mais je pense que la douleur au cou ne sera pas la seule qu'elle ressentira bientôt. Et donc Jungwoo est obligé de quitter la zone plus humilié que les Iceland Boys. Mais puisqu'il est maintenant l'homme invisible, son sang bouillonne plus que jamais, mais on dirait qu'il a un plan en tête. Avançons de quelques heures au quartier général d'Ocean Square. On trouve Meiju en train de préparer sa présentation, mais elle est distraite par l'idée que si ce n'était pas Jungwoo qui avait pénétré ses défenses la nuit dernière, alors qui cela pourrait être? Finalement, elle abandonne d'essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé, donc elle se fait des illusions et en conclut qu'elle a probablement tout inventé dans son rêve. Mais soyons réalistes ici. Lequel d'entre vous rêve tout le temps de filles ou gars invisibles en train de vous faire l'affaire parce que ça fait de vous un ultimate saucy backer? Bref, une demi-heure plus tard, toutes les équipes se présentent pour leur présentation de travail et il est temps pour l'équipe 3 de présenter, mais Jungwoo est introuvable. On découvre alors que Meiju est déjà sur scène en train de présenter pour l'équipe 3. Donc Chaewon se transforme en vautour et commence à poser des questions difficiles à tout va. Heureusement pour Meiju, elle est née avec des niveaux d'intelligence à couper le souffle, donc elle parvient à répondre à toutes tout en restant concentrée alors que les chefs d'équipe masculins sont occupés à la mater.
Nous apprenons aussi que Jungwoo a réussi à faire l'impossible en terminant sa présentation grâce à un plot armor, donc Miju peut continuer. Mais en plein milieu de son discours, quelque chose ne va pas car Miju semble avoir vu un fantôme. Les membres du conseil remarquent alors son changement soudain d'expression faciale, donc ils lui demandent si ça va, et Miju ne fait que remarquer que sa gorge se sent encombrée. Puis ça lui a soudainement frappé que la dernière fois que sa gorge se sentait aussi encombrée, c'était la nuit avant et nous savons tous pourquoi elle se sentait encombrée et ce n'est pas parce qu'elle est malade. Quelques secondes plus tard, son cauchemar se réalise à nouveau devant tout le monde après avoir ressenti soudainement des invasions Sushi Fire Nation sur son gâteau et ses melons en même temps, donc elle ne sait pas comment répondre. Puisqu'elle pensait que c'était un rêve, elle ne s'attendait pas à être attaquée à nouveau par l'homme invisible et disons simplement que Jungwoo profite pleinement de son mode dehors. Mais comme c'est le média le plus important de sa vie, elle avance comme un soldat devant tout le monde en essayant de retenir le sommet de la montagne. Donc Jamu doit se bouger car Tro est littéralement invisible. Continue la présentation pendant que Jamu joue à un niveau décevant de 1 sur 10. Surtout quand ce type peut faire ce qu'il veut pour se venger d'elle. Il peut littéralement la faire passer pour une folle en enlevant des parties de son armure devant tout le monde. Mais je suppose que Jamu est petit cerveau après tout car il veut aller lentement mais sûrement. Néanmoins, Miju est maintenant à mi-chemin de sa présentation. Jamu passe de caresser à attraper les personnalités devant lui, puis il décide de viser le jardin en bas. C'est à ce moment précis que Brozzolo intensifie son attaque, ce qui fait crier accidentellement Miju comme un cochon vegan en enlevant brusquement sa casquette et ses sous-vêtements. Heureusement pour elle, le stand bloque la vue devant donc personne ne peut voir. Le fou enchaîne ensuite avec une petite tape et remonte un peu sa jupe diamant, montrant un coup de pied fou qui fait se retourner Miju mais à son horreur, elle ne voit personne derrière elle. Avec la pâtisserie de Miju maintenant prête pour une entrée rapide, Bro sort son dragon du néant et le glisse à côté de son jardin, ce qui la fait émettre des sons primo étranges, faisant demander au public si elle va bien. Mais comme Bro est une menace pour la société anime, il laisse Miju reprendre ses esprits devant tout le monde. Mais on sait tous que ces boules de dragon sont prêtes à entrer dans sa chambre du temps à tout moment. Quoi qu'il en soit, Junwoo continue de rire intérieurement comme un méchant, pensant que ce ne serait pas amusant du tout s'il provoquait sa chute rapidement et facilement comme Nadia dans Call of Duty. Et donc Junwoo la laisse continuer sa présentation minute par minute, mais à mesure qu'elle avance, il continue de glisser son sabre laser juste à l'extérieur de son vaisseau spatial entre ses jambes. À la fin, Miju termine sa présentation et elle reçoit une ovation debout des nombreux fans, ce qui ne plaît pas particulièrement à Chiwon et Junwoo. On sait déjà que Chiwon bouillonne de l'intérieur. La horde de fans se rassemble ensuite à l'extérieur pour parler de Miju, pensant qu'il y avait quelque chose de différent chez elle aujourd'hui, mais Junwoo profite de cet intermède pour se faufiler à nouveau dehors. En même temps, Hana félicite Miju pour sa présentation, mais Miju se détourne de Hana avant qu'elle ne puisse même finir sa phrase, car elle semble vraiment avoir besoin d'aller aux toilettes. Après avoir finalement atteint les toilettes, elle s'assied sur son trône pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer car elle ne croit pas au surnaturel, mais elle a bel et bien senti une saucisse près de sa galette. Mais ensuite, les tables s'inversent quand on découvre que son vaisseau spatial spécial fuit comme une cascade, alors elle se dit qu'elle ne peut pas croire que la pensée d'un homme invisible allume ses batteries plus qu'une Tesla. Et la pire partie de tout cela est qu'elle n'est même pas Android 18 de Dragon Ball Z, donc il ne devrait y avoir aucun sentiment impliqué, surtout que ce n'est pas Krillin qui la séduit. En conséquence, elle prend les choses en main et se déchaîne sur son trône, car l'homme invisible l'a trop taquinée et maintenant elle doit franchir la ligne d'arrivée elle-même. Cependant, Meiju ne prend pas en compte que son homme invisible et mystérieux aurait pu la suivre tout le temps, donc Jungwoo peut la voir se transformer en ultime baka suspecte. Soudainement, Meiju entend une voix lui chuchoter à l'oreille que si c'est de sa faute qu'elle agit de cette façon, alors il est temps pour lui de prendre ses responsabilités, ce qui la fait arrêter brusquement d'être une maîtresse suspecte. Elle essaie alors de demander à l'air autour d'elle s'il y a quelqu'un ici, mais elle ne reçoit aucune réponse. Espérons juste que son trône soit bien propre, parce que les choses vont devenir très sales. Une seconde plus tard, tout explose pour Meiju quand elle voit ses jambes robotiques s'écarter et elle commence à sentir un hot dog invisible entrer dans ses propres petits pains. Pendant ce temps, Jungwoo est super surpris et ravi que son jumbo hot dog de Costco glisse facilement profondément dans le vaisseau de Meiju, car c'était déjà plus humide à l'intérieur qu'une grande inondation du temps de Noé. Meg demande alors à Meiju à voix haute si elle est une apprentie sage pervers, car quel genre de personne irait aux toilettes de son travail pour satisfaire ses désirs suspects tout en étant encore sur le temps de travail. En entendant de nouveau la voix de l'homme invisible, elle lui crie dessus, prétendant qu'elle savait qu'il était une personne depuis le début. Alors elle le menace d'arrêter sinon elle criera comme une hyène de One Piece. Cependant,
Jungwoo affiche son sourire signature et incite Meiju à le faire, sachant que si les gens se précipitaient pour la sauver, ce serait pratiquement sa chute puisque personne ne croirait qu'un homme invisible pourrait être réel. Bro fait ensuite une bonne remarque à Meiju, la traitant de plus stupide qu'un personnage principal typique d'Isekai, car la seule chose que les gens verront, c'est elle dans une position suspecte sur son trône. Et voilà, après avoir dit à Meiju de penser logiquement, deux filles entrent pour se laver les mains et Jungwoo rit et dit à Meiju de le faire tout en sortant ses propulseurs, prêt à aller aussi vite que Flash dans son vaisseau qui fuit. Avec Jungwoo qui passe en Super Saiyan sur Meiju, elle s'accroche fermement pour le trajet mouvementé, ne voulant pas faire de bruit, tandis que les filles à l'extérieur commencent à bavarder sur les chefs d'équipe. Ces filles doivent être sourdes car il est impossible qu'elles n'entendent pas les bruits forts de claques et de squish, donc l'armure scénaristique s'épaissit, tandis que nous apprenons que Chihuahua est en fait la fille du PDG de la société. En même temps, Jamu semble toucher exactement le bon endroit encore et encore, donc ce n'est qu'une question de secondes avant que Meiju perde le duel. Avec les faits encore en train de faire leur maquillage d'anime fou, Meg va encore plus fort qu'un pro de Fortnite en sueur, utilisant sa pioche par défaut dans le trésor de Meiju, essayant de s'assurer qu'elle s'évanouisse comme la dernière fois. Finalement, Meg sent le vaisseau de devant lui resserrer ses parois plus étroitement encore que Donkey Kong. Alors le sauvage retire la main de Meiju car il sait qu'elle est sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Les filles dehors se retournent instantanément après avoir entendu la voix de Meiju s'échapper de la cabine, incapable de garder le silence même si sa vie en dépendait, en raison de la force avec laquelle l'homme invisible laboure son champ en ce moment. Les deux décident alors de se rapprocher, se demandant ce qui se passe à l'intérieur et demandent à Meiju si tout va bien, mais elles ne reçoivent aucune réponse sauf des appels de demoiselles. Alors les filles décident de la laisser tranquille car elles pensent bizarrement que ces sons primitifs signifient qu'elle fait un gros caca sur son trône, donc je n'ai aucune idée comment elles ont fait cette distinction. Néanmoins, avec Meiju cédant et perdant leur duel culturel un contre un, elle semble sur le point de se réincarner dans ce monde bizarre, alors Mec lui chuchote qu'il lui permet maintenant de franchir la ligne d'arrivée. À la fin, les filles partent en pensant que Meiju est sur le point de lâcher de grosses bombes et qu'elles ne veulent rien en sentir. Mais en réalité, elle est juste arrivée au sommet de la montagne, donnant l'impression qu'elle vient de se faire secouer par un tremblement de terre. Quoi qu'il en soit, Meiju se laissait tremblante et secouée sur son trône, occupée à marmonner un anglais ancien avec un accent londonien après s'être fait complètement détruire par l'homme invisible. Après avoir terminé sa mission, Jungwoo lui rappelle de ne plus jamais s'en prendre à lui, sinon elle sait quelles seront les conséquences. Puis il quitte la cabine en laissant Meiju derrière sans vérifier s'il y a quelqu'un d'autre dehors. Cependant, alors qu'il sort et ferme la porte de la cabine derrière lui, sa brume magique disparaît de son corps, le faisant redevenir visible après avoir atteint la limite de son mode d'activation de l'étranger. Malheureusement pour Jungwoo, il ne réalise pas que Hana était dans la cabine de toilette juste à côté pendant toute l'affaire et, ayant un timing incroyable, elle a pu voir son visage quand il a quitté la salle de bain. Avançons jusqu'à plus tard pendant Megfall, on trouve Jungwoo se baladant en ville en essayant de comprendre quoi faire avec ses nouveaux pouvoirs et capacités. Mais la première chose qui lui vient à l'esprit est d'éviter de se faire prendre à chaque fois qu'il veut se venger comme un vrai Susibeka. Son dragon caché grandit instantanément en pensant à la chef d'équipe Meiju. Finalement, Bro arrive à la conclusion qu'il peut littéralement faire tout ce qu'il veut maintenant, donc il est temps pour lui de devenir plus fort pour pouvoir changer sa vie pour toujours. De plus, il peut acheter des skins illimités pour n'importe quel jeu qu'il veut maintenant. Néanmoins, il décide de continuer à travailler pour Ocean Square en tant qu'employé de bas niveau alors qu'il pourrait littéralement devenir milliardaire s'il le voulait. Et tout cela à cause de la vengeance. Cependant, alors que Jungwoo continue de se balader en réfléchissant à toutes les choses qu'il pourrait faire en devenant invisible, il ne détecte pas que quelqu'un le suit depuis le début. Avançons de quelques jours plus tard, Jungwoo est tranquille au travail, mais il est super fatigué après s'être vu confier tant de tests à faire pour un projet à venir. Il a aussi testé ses super pouvoirs en dehors du travail, ce qui lui a permis de découvrir qu'avec ses compétences actuelles, le mode étranger ne peut durer qu'environ 2 heures, jusqu'à ce qu'il devienne plus fort. Et comme il est encore au niveau 1, il a essayé de trouver des moyens de monter de niveau, mais rien ne semble fonctionner et il veut vraiment atteindre le niveau 69 le plus vite possible. Quoi qu'il en soit, Bro retourne au travail et revient à la réalité. Mais cela fait déjà quelques jours et il n'a toujours pas vu Meiju venir travailler, alors il demande à l'assistant du chef ce qui se passe avec elle. Mais le nerd de glace le regarde simplement dans sa direction puis continue de le fixer pendant quelques secondes avant de ne rien dire et de l'ignorer carrément, traitant Jungwoo comme s'il était invisible. De ce fait, Jungwoo réalise que tout le monde dans ce bureau l'a toujours traité comme un déchet, donc il est temps pour lui de se venger de chaque personne, une par une. Mais alors qu'il continue son monologue de méchant dans sa tête, Bro se fait surprendre par Hana qui vient lui dire en personne que Meiju prend des jours de congé parce qu'elle ne se sent pas bien. Jungwoo la remercie alors, car personne ne vient jamais lui parler volontairement, mais elle enchaîne en lui demandant si elle peut le voir en privé un moment. Les choses dégénèrent étrangement très vite quand Hana se met à genoux et montre ses atouts dès qu'ils sont seuls. Elle se rapproche même et lui murmure de rester fort,
l'encourageant à venir la voir si quelqu'un le maltraite au travail, donc son comportement est un peu suspect. Le lendemain, elle commence à le contacter pendant les heures de travail, donc Bro est un peu choqué car personne ne lui a jamais envoyé de message privé avant. En buvant son Sprite, au passage, Pepsi est meilleur que Coke. Jungwoo se demande s'il doit répondre, car chaque fois qu'il a envoyé un message privé à quelqu'un, il a toujours été bloqué. Finalement, Bro hausse les épaules et termine la journée en détestant toujours autant sa vie professionnelle, bien qu'il ait maintenant des super pouvoirs. Mais alors qu'il rentre chez lui à une heure indue, les rôles suspects s'inversent quand Jungwoo rentre par coïncidence en même temps que Haena, bien qu'elle ne reste jamais si tard. Après un rapide bavardage, ses yeux deviennent sombres. Donc vous savez que les choses vont devenir sérieuses, car Haena finit par l'inviter à aller boire un verre. Mais maintenant, mes sens s'affolent. Deacon va même jusqu'à payer toutes leurs notes, donc quelque chose cloche. Mais l'arôme n'est pas là, et pour une raison quelconque, Jungwoo ne se méfie pas de la même personne qu'il a constamment traité comme un déchet. Et donc, Bro s'amuse vraiment car c'est la première fois qu'il sort depuis un moment. Et je ne lui en veux pas, car il a trop joué à Blox Fruits, donc il est temps de toucher de l'herbe. Néanmoins, Jungwoo oublie toutes ses mauvaises actions quand elle lui montre ses pyramides de Giza, tout en essayant de blâmer tout le monde pour l'avoir traité comme le pire des pires pistons de Detroit au travail. Et ce loser mange tout ça et croit tout ce qu'elle dit, bien qu'elle fasse partie de celles qui ont littéralement détruit son travail l'autre jour. Mais je ne peux pas vraiment lui en vouloir quand il a quelque chose dans les yeux de plus frais qu'une boulangerie française. Donc on sait tous qu'il a déjà perdu la bataille après avoir vu ces jolis petits pains devant lui. Bref, alors que les deux rentrent chez eux, le pauvre Jungwoo se fait surprendre par Haena qui s'invite chez lui, donc il est surpris et reste sans voix. Bien qu'il soit techniquement un super-héros maintenant, il combat l'injustice grâce à sa plantation de bananiers. Il est toujours un bêta et non un alpha, donc il ne dit rien et la laisse le suivre chez lui. En arrivant chez lui, il la laisse même entrer sans rien dire, donc je suis sûr qu'il a échoué au test de base des instincts de survie tout ça à cause du sang qui coule là-dessous. Heureusement pour lui, elle n'est pas là pour le détruire et à la place, elle se jette littéralement sur lui dès qu'ils entrent, comme s'il était un genre de milliardaire. Et en moins d'une minute, les niveaux de suspicion passent directement de 69 à plus de 9000, alors que tous les vêtements volent à travers la pièce, comme si des sauvages étaient coincés incapables de se reproduire pendant plus d'un siècle. Cette fois cependant, Aina est celle qui est surprise en voyant son prince Behemoth prendre vie pour la première fois, incapable de comprendre comment ce geek tranquille cachait un monstre tout ce temps. Sans surprise, elle est une menace, alors elle peut gérer complètement la plantation de bananiers en une seule bouchée et continue à en reprendre, ce qui fait que Jungwoo est sur le point d'exploser son volcan. Elle sourit ensuite après avoir vu Jungwoo presque perdre leur duel culturel en tête-à-tête sans même qu'elle mette son chocolat dans ses beignets à la crème, alors il ferait bien de se préparer pour la vraie bataille. Quelques secondes plus tard, elle arrête de siroter son IC de 7-11 sur lui et lui lance un regard fou tout en lui demandant s'il voit quelqu'un dans l'entreprise, ce qu'il nie. Finalement, elle prend son bélier entier dans son siège sans difficulté, ce qui fait que Jungwoo est presque sur le point de s'évanouir à cause de son expérience de vétéran, mais elle continue à demander s'il a une petite amie. Alors, quelque chose ne va certainement pas, mais heureusement pour Jungwoo, il parvient à prendre le contrôle de la situation et commence à lui montrer qu'il n'est pas juste un nerd en l'envoyant dans une autre dimension en utilisant efficacement son bananier. Quoi qu'il en soit, Bro remplit sa machine à milkshake avec son lait frais dont il est né, et juste au moment où nous pensions que c'était fini, Hana lui chuchote qu'il est temps pour le deuxième round. Mais pour le deuxième round, les choses deviennent super suspectes quand elle lui met un bandeau, agissant comme si elle essayait de faire de lui un ninja, mais elle va même jusqu'à l'attacher à une chaise. La situation se retourne alors quand Hana commence à rire de lui après que Bro ait presque perdu le deuxième round après qu'elle l'ait appâté en lui faisant croire qu'il la frappait, alors qu'en réalité, c'était sa chaussette. La pièce devient alors silencieuse pendant quelques minutes, donc Jungwoo commence à s'inquiéter qu'il soit arrivé quelque chose à Hana, mais en réalité, elle a sorti son téléphone pour filmer Bro, coincé dans une situation difficile. Néanmoins, le silence est brisé par le rire de Hana après qu'elle lui ait crié qu'elle l'avait surpris en train de conduire une voiture de course au boulot l'autre jour et qu'elle lui fait comprendre que tout cela était un coup monté et qu'elle ne s'est jamais souciée de lui en premier lieu. Elle poursuit en l'appelant stupide et la seule raison pour laquelle elle est là, c'est parce qu'elle veut savoir ce qui s'est réellement passé. Avec Jungwoo maintenant complètement exposé, Hana menace d'envoyer à tout le monde une vidéo de lui en train de frapper sa chaussette à moins qu'il ne lui dise exactement comment Mijou lui a permis de détruire la papaye avec laquelle elle est née. Après être devenu super enragé à cause de la situation dans laquelle il se trouve, son mode outsider se renforce à cause de son dégoût qui atteint son maximum. Bro commence alors à donner l'impression qu'il est sur le point de rompre les cordes auxquelles il est attaché par la simple force brute. Mais avant de le faire, il débloque une toute nouvelle capacité grâce à Hana qui est une menace pour la société. Cependant, il utilise toute sa colère accumulée en ne faisant rien. Alors il reste assis là, pendant que Hana remet tout en place tout en le regardant de haut. Elle quitte ensuite sa place sans jamais le libérer et continue à rire comme un méchant de dessin animé.
alors Bro ferait bien de se venger sérieusement ou c'en est fini pour lui. Après quelques minutes à tout assimiler, Youngwoo pousse un soupir de soulagement et procède à activer le mode Outsider niveau 2, lui donnant une toute nouvelle compétence pour traverser tout de manière pratique. Il se lève alors sans être affecté, donnant l'impression d'avoir quelque chose de diabolique en tête, alors on dirait bien que Hina va recevoir une leçon pour ne jamais embêter les fans d'anime. Avance rapide jusqu'au lendemain matin, nous retrouvons Hina dans le métro, riant à gorge déployée en regardant la vidéo qu'elle a prise de Jungwoo en maître suci, mais moi, personnellement, je ne suis pas du genre à regarder des trucs sucis en public. Néanmoins, cette psychopathe passe un moment incroyable en pensant à la chute de Jungwoo puisqu'elle pense qu'il est la clé pour abattre sa rivale Miju. Cependant, ses plans machiavéliques dans les transports en commun sont interrompus lorsqu'elle sent soudainement quelqu'un lui prendre une poignée de son précieux gâteau, mais elle ne se retourne pas sous le choc. Au début, elle espérait juste que le bizarre s'arrêterait, mais elle finit par se retourner pour confronter le bizarre après avoir senti les deux pains bénéficier du rabais à la mode des 5 doigts en même temps. Mais lorsqu'elle se retourne en criant, il n'y avait personne à voir, donc tous les gars derrière elle commencent à penser qu'elle pourrait être sous quelque chose et cela pourrait être de la poudre blanche. Pour aggraver les choses, alors que Hina commence à penser qu'elle est sur le point de perdre la tête aujourd'hui, elle se fait attaquer par un autre collègue qui se trouve aussi être manager de l'entreprise. C'est à ce moment précis que notre garçon invisible fait son apparition avec l'air d'avoir regardé trop de sushi anime comme toi et qu'il est sur le point de vivre ses rêves les plus fous par lui-même. Et donc le bro se déchaîne comme un spam de cam en s'attaquant d'abord à ses dragons jumeaux, les balançant comme une batte de baseball tout en plaçant son chien chaud épicé juste à côté de ses portes de la ville, causant à Hana de faire un son étrange à haute voix. Bien sûr, elle essaie de faire de son mieux pour agir normalement devant le manager, mais Jungwoo est déterminé à se venger et il n'a même pas encore effleuré la surface de ce qu'il prévoit de faire ensuite. Quelques secondes plus tard, le manager remarque enfin son comportement super bizarre et lui demande si elle va bien, seulement pour que Hana le supplie de l'ignorer parce que son ventre lui fait apparemment mal. Finalement, elle sort des mathématiques et se plie à un angle aigu perpendiculaire au prince Behemoth de Youngwoo avant de laisser échapper des cris primitifs constants, attirant l'attention de toute personne à proximité qui se demande si elle devient folle. Heureusement pour elle, le manager descend à la station suivante, alors elle décide de rester pour l'éviter seulement pour qu'un milliard d'autres Japonais remplissent le métro parce que c'est l'heure de pointe et que tout le monde doit aller au travail. Maintenant coincé dans un coin et n'ayant nulle part où aller, Youngwoo active la phase 3 du plan en poussant Hina contre la fenêtre, prêt à en découdre, mais il est sur le point de sortir son dragon de l'Ender pour décimer la région du Nether. C'est maintenant game over pour Hina et il n'y aura pas de revanche pour la perdante, mais d'une manière ou d'une autre, avec ses défaites à répétition, personne ne remarque que les sous-vêtements d'Hina ont été enlevés et que la caverne au trésor fuit comme une cascade. Assez rapidement, Hina est totalement incapable d'arrêter ses sons primitifs de sortir puisque l'écrasement intense du gâteau de riz de Jungwoo s'assurera qu'elle ne pourra pas bouger le jour suivant. Maintenant, la seule chose à laquelle elle pense est de s'assurer que personne au travail ou quelqu'un qu'elle connaît ne la voit dans cet état, sinon sa vie est finie, mais au moins toutes ces personnes sont des passants aléatoires. Après une demi-heure à être une susibaka en public, quelqu'un la remarque enfin en position d'écrasement de gâteau de riz, mais le bro était dans un autre train allant dans le sens opposé sur les rails sur lesquels elle se trouve, donc elle a encore une énorme armure anti-plot de son côté. Quoi qu'il en soit, à l'arrêt final, elle tombe quand la porte s'ouvre, mais personne ne se demande pourquoi diable ses fesses sont à l'air alors qu'il y a une énorme flaque de liquide collant juste sous l'endroit où elle se tenait. Finalement, quelques personnes essaient de l'aider sans la juger comme de vrais samaritains, mais tout ce qu'ils voient, c'est son visage rempli d'yeux en cœur, donc on dirait que quelqu'un a utilisé une expansion de domaine.